Bon, allez, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau livre de Julien Rochdy. Sur Homme et sous-homme. Valeurs et destin de l'homme. Alors, Julien Rochdy, vous le connaissez sûrement, c'est un des influenceurs de droite les plus influents actuellement. C'est un ancien membre du Rassemblement National de la jeunesse à l'époque. Ça commence à dater maintenant. Et depuis, il sévit principalement sur YouTube, sur aussi les plateformes de podcast aussi, là, récemment. Et il a écrit plusieurs livres au cours de ces dernières années. Celui-là, c'est le 4e ou le 5e, il me semble. J'en avais déjà lu 3. J'avais lu son livre sur Nietzsche l'actuel. J'avais lu son livre sur le féminisme aussi, à l'amour et la guerre. Et celui-là, du coup, c'était le 3e que je lis. Et donc, j'ai décidé de lire ce livre suite à la promotion, justement, de cet ouvrage par Julien Rochdy lui-même. Suite à cette promotion, il s'en a été suivi un débat plus ou moins sanglant sur les réseaux sociaux, notamment X. Et j'avais produit une vidéo sur cette chaîne à ce sujet, où je revenais sur cette promotion un peu compliquée. Et dans cette dernière, je promettais que je lirais le livre de Rochdy. Et ben, c'est chose faite. Et donc, je vais maintenant vous partager mes impressions et mon ressenti sur ce bouquin. Et donc, avant toute chose, je tiens à dire que je suis content d'avoir lu ce livre. Ne serait-ce que pour éclaircir et mieux comprendre la position de Rochdy, qui est une personnalité que je suis depuis longtemps, à droite, et que j'apprécie. Et cela me confirme que sa communication, sa promotion autour de ce livre fut, à mon sens, un peu mal maîtrisée. On y reviendra, mais j'ai l'impression que Rochdy a choisi un angle un peu provoquant et un peu dur, notamment vis-à-vis de certains positionnements de droite, et que cela lui a quelque peu échappé, si je puis dire. Moi, par exemple, en toute bonne foi, j'ai perçu chez Rochdy des positions un peu éloignées de ce qu'il défend véritablement dans ce livre, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir eu ce ressenti-là. Bon, ce n'est pas grave, ça arrive de mal se faire comprendre, et aussi ça arrive de mal comprendre. Et cette vidéo est donc là pour vous présenter le livre et clarifier un peu tout cela. En tout cas, c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Et donc, par où commencer ? Je vous propose de commencer par le titre, Sur Homme et sous-homme. Bon, alors, j'avoue que quand je l'ai découvert, j'ai bien rigolé. Ça m'a fait marrer. J'ai tout de suite compris le côté provocateur derrière ce titre assez bourrin, somme toute. Mais s'il avait voulu être plus précis et un peu moins fanfaron, Sauvons le biocapital humain, c'est le titre qu'il aurait pu donner à ce livre. En tout cas, c'est ce que j'ai, moi, prioritairement retenu de ce livre. Et donc, le livre se compose de la manière suivante. C'est un livre assez généreux et il aborde beaucoup de thèmes, beaucoup d'idées qui sont réparties en 100 petits chapitres. Regardez, par exemple, là c'est le 46e. En 100 petits chapitres qui sont eux-mêmes divisés en 7 grandes thématiques. Et les thématiques sont les suivantes. Elles sont marquées là. Qu'est-ce qui est inférieur ? L'idéal aristocratique, l'esprit de dressage, l'aliénation et nihilisme, Homo babellus, futur, avec un S entre parenthèses, de l'Occident, et l'ultime partie, bio-civilisation. Je vais revenir plus ou moins rapidement sur chacune de ces grandes parties. Je vais pas trop non plus rentrer dans les détails pour vous laisser découvrir ce livre qui, comme je vous ai dit, est assez riche. Mais sachez que les 5 grandes premières parties font un constat sur la situation de l'homme et de la civilisation occidentale. Et les 2 dernières parties sont plus prescriptifs et prospectifs. Et c'est dans ces 2 dernières parties où j'ai moins d'accords et sur lesquels je vais un peu plus m'appesantir. Et dans chacune des parties, je vais essayer aussi de vous donner un chapitre qui m'a plu pour illustrer. Ce ne sera pas forcément le meilleur chapitre, il n'y aura pas forcément tous les chapitres les plus intéressants, mais c'est des chapitres que j'ai choisis comme ça.
Première partie. Qu'est-ce qui est inférieur? Alors, cette partie, c'est un... Comment pourrais-je la décrire? C'est un mélange de nietzschéisme, de principes évolutifs et de thermodynamique. La thermodynamique, c'est quelque chose sur lequel il insiste beaucoup. Ce sont des concepts qu'il essaye déjà de présenter depuis un certain temps. Il avait fait une petite vidéo assez chouette à ce sujet, il y a quelques temps. Et c'est assez fondamental dans son livre. Alors, certains d'entre vous peuvent trouver ça barbant, mais je vous assure, il faut s'accrocher. C'est des principes qui sont vraiment essentiels pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, en fait, tout simplement. Et donc, il essaye de lier la hiérarchie, le beau, le bien, le vrai à des bases physiques, et ainsi d'en dégager le supérieur et son opposé, l'inférieur. Ce que j'ai bien aimé dans cette partie, c'est qu'il explicite bien, et il pose, voilà, comme je vous ai dit, tout un tas de principes assez importants. Il y a notamment le chapitre 9 que j'ai beaucoup apprécié, qui est un chapitre où il explique le concept de naine rouge. Donc je vous laisserai découvrir ce chapitre. La deuxième partie s'intitule l'idéal aristocratique. Et dans cette partie, il explore les inégalités d'attributs entre les hommes et les conséquences, notamment psychologiques, sociétales. Et il associe cela à un idéal aristocratique nécessaire qui pour lui doit être d'inspiration classique et nietzschéenne. Entre parenthèses, une petite critique, je trouve que l'idéal aristocratique, il idéalise peut-être un peu trop à mon goût. Et à contrario, il est vraiment intransigeant avec les errances de l'humanité. Dans cette partie, un chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est le chapitre 24, sur le second complexe d'Oedipe. C'est très intéressant. Il y propose une relecture du mythe d'Oedipe, une relecture qui serait une illustration de l'autorégulation morale des individus, et notamment des individus européens. Voilà, cette autorégulation se retrouvera principalement chez les Occidentaux, c'est le fait que de n'être pas vu, pas pris, et pourtant de se sentir coupable, d'avoir cette morale en soi, et d'en subir les conséquences psychologiques. C'est vraiment assez intéressant, encore une fois, c'est vraiment à lire. La troisième partie, c'est l'esprit de dressage. C'est la partie où il explore le fait que l'homme est indéterminé, car c'est un être de nature, bien évidemment, mais aussi de culture, et qu'il doit se fixer ses propres règles et ses propres conditions d'existence. Alors attention, nature et culture, il ne s'agit pas de dire que c'est un individu 100% de culture, comme le font beaucoup de gauchistes. Il y a une part de nature très importante dans l'être humain que Rojdi explore, bien évidemment, mais que cette partie culturelle a des conséquences. Et que notamment, une de ces conséquences est le fait que l'homme se fabrique dans une sphère culturelle qui est elle-même une projection d'un idéal aristocratique, l'aristocratie étant elle-même le produit de l'espèce pour se faire progresser. Et donc, c'est dans cette partie qu'il met en avant tous les éléments, toutes les méthodes que l'homme utilise pour se construire lui-même. Ici, il y a plusieurs chapitres dont j'aimerais vous parler. Il y a le chapitre 40, qui, je trouve vraiment intéressant dans ce chapitre, qui est assez audacieux, court et audacieux. Il initie un début de réhabilitation d'un certain idéalisme, en s'appuyant notamment sur l'électromagnétisme. C'est vraiment assez osé et cela ouvre des perspectives. Bien qu'il y ait bien évidemment des choses à dire, je reviendrai plus tard sur ce sujet. Et il y a le chapitre 43 dont je voudrais vous parler également. C'est dans ce chapitre qu'il constate une absence de véritable surmoi au capitalisme. Le capitalisme qui n'a pas réellement d'objectifs finaux. Et c'est, je pense, là je pense qu'il met le doigt sur quelque chose, je pense que c'est effectivement un problème. Et c'est là où on comprend qu'il voudrait coiffer ce capitalisme d'un surmoi aristocratique qui prendrait une forme écologique, comme il évoquera plus loin dans le livre. La quatrième partie, intitulée Aliénation et nihilisme, dans celle-ci, il explore la désadéquation progressive entre l'homme et son environnement. C'est ce qu'en Psy-Évo, on appelle le mismatch. Encore une fois, ça c'est une notion extrêmement importante pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est le fait que l'homme
est un singe tombé de l'arbre qui est devenu chasseur-cueilleur et qu'il a toujours son cerveau de chasseur-cueilleur alors qu'il vit dans une civilisation ultra technologique complexe et que son esprit de chasseur-cueilleur n'est pas totalement fait pour vivre ce type de vie, qui a donc une désadéquation entre son cerveau et sa vie. Il énumère les conséquences que cela amène, comme la mise en place de la civilisation. La civilisation est elle-même un effet compensatoire pour permettre à l'homme de supporter cette aliénation, et il évoque aussi longuement le nihilisme qui est le fruit justement de cette aliénation, ce nihilisme qui, au fur et à mesure que le mismatch augmente avec l'avancée de la civilisation, produit de plus en plus de nihilisme. Pour résumer un petit peu l'idée de civilisation comme effet compensatoire, il y a un petit extrait où il dit, je trouve ça illustre bien le propos, « L'Église pour compenser la forêt ». Tous les faits de la civilisation ne seraient là, en vérité, que pour compenser la perte de notre habitat initial, qui était la forêt. Alors, c'est une partie qui est assez difficile, que j'ai trouvé assez difficile, dans le sens où il fait preuve d'une quasi-misanthropie, voilà. Il utilise des termes assez dégradants vis-à-vis de l'homme, c'est à la limite du mépris. Mais bon, après, je suis à peu près certain qu'il a fait ça dans une optique provocatrice, parce que, voilà, je l'ai évoqué au tout départ, mais il veut ce livre provocateur, et toute sa campagne de promotion de ce livre a été faite là-dessus. Là, comme vous voyez, la guerre est déclarée. Il y a également, à l'arrière du livre, un petit texte où il dit « Attention, ce livre n'est définitivement pas fait pour tout le monde ». Et voilà, sur les médias sociaux, elle a bien appuyé sur ce côté provocateur, et ça se retrouve dans le livre. Et là, je trouve que c'est un peu trop fort, comme c'est de la quasi-misanthropie, je trouve qu'il va un peu loin. Après, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas la qualité du livre, hein, attention, c'est juste une remarque personnelle. Et je trouve aussi que, du coup, au-delà de cette option provocatrice, il est très très dur, voire trop dur avec la modernité à mon goût. On est bien d'accord que celle-ci a plein de problèmes, mais voilà, il va un peu loin à mon goût dans sa critique nécessaire de la modernité. Et je voudrais partager avec vous le fait que il est intéressant de relever que chez Rushdie, il y a une sorte de paradoxe qui existe chez lui. Un paradoxe entre un amour profond et sincère de la civilisation et de ses réalisations les plus élevées, que ce soit l'art, le mode de vie aristocratique, et d'un autre côté, un relatif regret, tristesse, voire dégoût vis-à-vis de ce chemin que nous avons pris, ce chemin civilisationnel qui nous aliène. Et ce n'est pas le seul à avoir ce paradoxe, je l'ai également, comme bon nombre d'autres personnes s'étant intéressées à ce sujet. Dans cette partie, la 4e partie du coup, il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est le 51, où il évoque, où il développe justement cette notion de mismatch qui est importante, qui est essentielle à comprendre. 5e partie, Homo Babelus. Alors là, c'est une référence, j'imagine, à l'Homo Deus de Hariri, une sorte de pied de nez. Alors, j'ai beaucoup aimé cette partie, car c'est une partie où il décrit l'homme moderne, les villes et les sociétés actuelles. Comment les villes, notamment comment les villes vont broyer, consommer le biocapital humain. Ça rappelle des textes de Nick Land qu'il cite dans ce livre, mais également des textes d'Azukashi, Azukashi ayant lui-même lu Nick Land. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le texte d'Azukashi qui s'appelle Biocapital, sur comment les villes broient le biocapital humain. Cela rejoint totalement ce que décrit Rushdie. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, la regarder. C'est une très bonne vidéo. Enfin, c'est une de celles que je préfère sur cette chaîne. Et donc, ça me parle énormément, car je connais que trop bien ce phénomène, car je l'ai vécu pendant des années. Et à propos de ce phénomène, j'ai encore une autre vidéo qui est en préparation sur ma découverte de Hong Kong, qui est une termitière humaine de niveau 1, qui sortira
dans quelques semaines sur cette chaîne, voilà, pour encore un peu plus étoffer ce sujet. Toutefois, je trouve qu'une fois de plus, il est un peu trop noir. Sûrement est-ce qu'il grossit un petit peu le trait pour mieux faire avancer les solutions qu'il va proposer dans les parties suivantes, car jusqu'à présent, nous étions dans la description, dans l'état des lieux, et dans les 2 parties suivantes, comme je vous ai expliqué précédemment, il va s'essayer à un peu de prospective et de préconisation. Et c'est dans ces parties-là que lui et moi, nous divergeons. Et c'est pourquoi je vais prendre un petit peu plus de temps pour m'attarder sur cette partie et dire en quoi je ne suis pas d'accord pour alimenter le sujet. 6e partie, futur, avec un S entre parenthèses, de l'Occident. Alors c'est dans cette partie qu'il trace les perspectives d'avenir pour l'Occident et l'humanité, entre abêtissement généralisé, effondrement, islamisation, ou bien explosion technologique avec une potentielle fusion entre l'humanité et la machine. Peut-être un peu tout ça à la fois. Et à mon sens, là où j'étais très positivement surpris, c'est qu'il a vraiment bien saisi les enjeux de l'accélération technologique de l'IA et des bouleversements que cela va entraîner. J'avais comme un doute suite justement, voilà, cette campagne de promotion sur Twitter. J'avais un doute, j'avais l'impression qu'il avait une lecture vraiment extrêmement réactionnaire de ces sujets-là. Et vraiment, je suis content de constater que non. Qu'il n'est pas aussi caricatural sur ces sujets que j'aurais pu penser. Donc ça, c'est vraiment une très bonne surprise. Cependant, malgré le fait qu'il ait très bien compris ces enjeux, je trouve qu'il a une manière d'écarter les avenirs futuristes, prométhéens. Il a une manière de les écarter pas satisfaisante à mes yeux. Et il les écarte notamment en affirmant que les rêves et les aspirations des transhumanistes, des prométhéens, qui sont les vecteurs de ces perspectives d'avenir très technologiques, le problème, selon lui, c'est que ces aspirations, en gros, ce sont des ambitions de sous-hommes, ne cherchant l'immortalité et l'accroissement de la puissance que pour ne rien faire de grand, au final. Et je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe, pour le coup, et qu'il fait une énorme caricature. Car en vérité, cela l'arrange quelque part. Mais voilà, je suis désolé, le plus grand homme de notre époque, enfin en tout cas la personne que j'estime être le plus grand homme de notre époque, c'est Elon Musk, voilà. Et Elon Musk est le contre-exemple vivant c'est le contre-exemple vivant du fait que ce que Rushdie dit est faux. Les rêves, les ambitions d'Elon Musk, c'est pas des ambitions de sous-homme. Le fait de faire l'humanité une espèce multiplanétaire, ce n'est pas un rêve de sous-homme. Mettre en place une IA pour percer les mystères de l'univers et de la réalité, comme il l'affirme, c'est pas quelque chose de sous-homme. Acheter Twitter pour en faire une plateforme d'échange d'avis, d'informations, afin de défendre la liberté d'expression et de produire de l'information de qualité, c'est pas un truc de sous-homme. Le fait qu'il crée le marché des voitures électriques pour participer de la lutte écologique, c'est pas Julien Rochdy qui va me dire que c'est quelque chose de sous-homme. Refaire marcher les paraplégiques avec Neuralink, c'est pas un truc de sous-homme. Il faut savoir que mon aspiration, mon rêve, c'est de faire avancer la civilisation humaine. La faire avancer et la protéger en même temps. Parce qu'avec Tesla, on s'intéresse à l'énergie durable. Pour SpaceX, il s'agit d'aller au-delà de l'espace pour prolonger la vie humaine et la civilisation. C'est également une vision de l'avenir. Ça, c'est SpaceX. Alors que pour Twitter, il s'agit d'avoir une plateforme qui permet d'avoir une interaction entre de nombreux points de vue différents et, je l'espère, favoriser une meilleure compréhension venant de personnes, de partis politiques et pays différents. Twitter, ça doit être une force du progrès. Et nous allons dans ce sens-là, celui de la civilisation.
Elon Musk, ce n'est pas le seul. Il y a par exemple Laurent Alexandre, qui est peut-être le transhumaniste le plus connu dans la sphère francophone, qui explique que pour lui, l'immortalité, ça lui permettrait de lire tous les livres qu'il aimerait lire. Et ces deux personnes, elles savent que c'est probablement trop tôt pour elles pour espérer une immortalité technologique. Pourtant, elles ont accepté leur sort, elles l'ont dit, qu'ils accepteront le fait qu'ils vont mourir. Donc non, je ne pense pas que les aspirations transhumanistes soient des aspirations de sous-hommes en soi, et que Rushdie a tort de les écarter, en tout cas il a tort de les écarter de cette manière. On va passer du coup à l'ultime partie, qui est la biocivilisation. Et c'est dans celle-ci que j'ai eu le plus de désaccords, et avec lequel du coup j'ai eu plus de remarques à faire. Et donc je vais vous les formuler à présent, et je tiens déjà par avance à m'excuser, car je vais critiquer et challenger les propositions de Rushdie sans vraiment faire mes propres propositions politiques, car je pense pas que ce soit la vidéo pour le faire, et surtout je n'ai pas fini mon cheminement sur ces questions-là. Mais donc, pour en revenir à cette ultime partie, c'est celle dans laquelle Julien Rushdie présente sa vision du futur qu'il appelle biocivilisation, celle qu'il espère, et même celle qui devrait advenir logiquement. Et comme par hasard, celle qui doit advenir, c'est celle qui lui correspond le mieux. Quelle chance, comme par hasard, je trouve. Mais bon, qu'on s'entende bien, j'aimerais très sincèrement que Rushdie ait raison. Tout comme lui, moi, j'ai une âme proche de la nature, j'ai grandi en plein air, à la campagne, comme lui. J'adore faire des treks partout en France, dans le monde. Un de mes rêves, c'était de faire un trek au Kanchamka, que lui, il a pu faire. Voilà, faire ce trek qui a l'air d'être magnifique. C'est une péninsule à l'est de la Russie qui a l'air d'être absolument magnifique, extrêmement sauvage, où on peut voir les ours. Bon, maintenant, ça va être compliqué avec les relations avec la Russie. Lui, il a eu l'occasion de le faire et je l'envie beaucoup. Très sincèrement. La nature, l'enracinement, la réalité, c'est vraiment quelque chose qui me parle. J'ai quitté une bonne situation à Paris pour revenir près des miens, comme il a essayé de le faire récemment. J'habite à 10 km de là où mes parents se sont rencontrés, à 12 de là où j'ai été conçu, à 8 km de mon école primaire, à 15 km de mon collège, etc., etc. Dans une région magnifique que j'adore et où j'ai mes racines. Et cela me convient. Donc je correspondrai parfaitement du coup aux ambitions de Julien Rushdie. Je collerai parfaitement à son guide de biocivilisation, mais hélas, 3 fois hélas, je n'y crois pas. Je n'y crois pas car je pense que tout va continuer comme cela se produit actuellement, que le progrès technique va continuer à avancer, qu'il va même probablement s'accélérer, il va continuer à se déployer. Le techno-capital va prendre au fur et à mesure son indépendance du bio-capital et que la meilleure chose qu'on puisse faire à titre individuel, à mon avis, c'est d'avoir une posture techno-tragique, c'est-à-dire ni techno-optimiste, ni techno-pessimiste. D'accepter ce qui va nous arriver en espérant que ce soit le mieux pour nous. Et encore une fois, comme je vous ai expliqué ce qu'on doit faire politiquement dans ce contexte, je suis encore en phase de recherche, en phase de réflexion sur ces sujets, donc je ne vais pas m'avancer plus loin. Mais pour revenir du coup à ce que dit Rushdie, et ce que je trouve problématique dans cette partie, c'est qu'il passe très grande partie de son livre à regretter la fin de l'idéal aristocratique qui n'en finit plus de mourir, et il mise en dernier instant sur celui-ci en bout de course d'un point de vue collectif pour rebondir juste avant le précipice, en misant sur la fin de cycle, l'éternel retour. Voilà, je trouve cela un peu limité. Où est la surabondance de sagesse, la surabondance de force humaine nécessaire à cela ? Je ne la vois pas. Mis à part la force technologique, il n'y en a pas. Et je trouve que ça ressemble un peu à du wishful thinking, si je puis me permettre. Et cet nouvel épisode écologique triomphant, s'imposant au monde et à la méga-machine, présuppose un manque d'énergie et de ressources. Il le dit clairement. C'est le fameux mythe du monde fini, auquel je ne crois pas, comme je l'ai expliqué dans la longue vidéo que j'ai faite avec Joanne Oriel à ce sujet.
sa croisade écologique, car oui, il parle de croisade, il se lâche, hein, il parle de croisade, d'inquisition, c'est encore une fois le côté provocateur du bouquin. Et donc, cette croisade écologique ne pourra pas surfer sur ses limites physiques pour s'imposer. Or, il mise énormément là-dessus. Il n'y aura pas de limites physiques car le technocapital les repoussera. D'ailleurs, la plus grosse de ces limites, la véritable ressource pivot, c'est celle qui, très justement, transparaît tout au long du livre. C'est celle du biocapital humain qui jusqu'à présent était le dépositaire de l'intelligence. Eh bien, nous dépasserons ces limites-là avec le génie génétique qui corrigera même le mismatch, à mon avis, ce qui va corriger beaucoup de problèmes qu'évoque Rushdie. Et je ne parle même pas de l'IA, qui, de par son développement, va avoir une explosion de l'intelligence nous permettant de rechercher toujours plus loin, sous terre, dans l'espace, les autres ressources. Et globalement, je trouve qu'il, malgré le fait qu'il est très bien compris, comme je vous l'expliquais, il sous-estime l'impact de l'IA, et même s'il l'a bien compris. Je trouve aussi qu'il y a quelque part une sous-estimation du nucléaire 4e génération qui est déjà accessible et qui donnerait une masse de ressources, une masse d'énergie plus que suffisante en attendant l'arrivée de la fusion, ce qui fait qu'on va jamais vraiment manquer d'énergie au final. Encore une fois, j'ai une longue vidéo à ce sujet qui va sortir avec un ingénieur nucléaire qui devrait sortir dans quelques semaines. Je vous invite à le regarder. Je trouve aussi qu'il sous-estime le volet militaire, parce que sa biocivilisation, il en parle, hein, il ne se cache pas, mais voilà, sa biocivilisation serait forcément en retard sur celle qui aurait continué à se fondre avec le technocapital, et cette biocivilisation prendra très certainement un retard militaire très très important sur les autres civilisations, et il mise sur les bombes nucléaires pour pas se faire attaquer par les autres civilisations qui seraient plus en avance technologiquement. Mais je pense que c'est un vœu pieux, parce que les bombes nucléaires ne suffiraient pas à s'en préserver. La technologie, elle continuerait à avancer. Ils trouveraient des moyens d'annihiler les vecteurs extrêmement rapidement. Les vecteurs, les missiles par exemple, les missiles nucléaires, je pense qu'ils trouveraient des contre-mesures à nos bombes nucléaires pour pouvoir attaquer et profiter du beau jardin que la biocivilisation aurait mis tant de temps et tant d'énergie à mettre en place. Donc je me trouve un peu léger sur la partie militaire, il l'évoque, mais je trouve que c'est pas suffisant. Et dans la même lignée de ce que nous avons pu dire et voir précédemment, il y a une manière de diaboliser la modernité qui est un peu lourde, je trouve. Par exemple, il dit « La modernité est en effet née d'un pacte avec le diable qui est le prince de ce monde. Il est celui qui en dispose. » Alors ça rappelle beaucoup l'intervention de Christian Combaz, que j'avais pas mal clashé. Oh, mais non, l'intelligence artificielle est par définition diabolique au sens qu'elle est le langage du prince de ce monde. C'est la matière qui pense, qui ne pense pas donc. La matière qui compile, voilà. Et voilà, moi je trouve ces formules extrêmement catholiques, très réactionnaires, très lourdes, ça n'apporte pas grand-chose au sujet, et je trouve même que ça le décrédibilise un peu, c'est dommage. Mais bon, à contrario, il y a un chapitre que je voudrais noter, c'est le chapitre 93 que je trouve très beau. C'est une espèce d'image de l'humanité grandissant de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, en passant par l'adolescence étant la modernité. Je trouve l'image forcément un peu bancale, car je ne crois pas à sa biocivilisation, mais son image est très belle et elle a beaucoup de charme et elle prête à penser. J'ai beaucoup aimé aussi l'ultime chapitre, le chapitre 100, où il est très exalté, et j'aurais vraiment envie de le suivre avec lui dans sa démarche de biocivilisation, si seulement j'y croyais. Et ce qui est intéressant aussi avec ce chapitre, c'est qu'il parle de spatial, il parle de l'IA, il parle du génie génétique positivement, comme pour rappeler que son projet de biocivilisation, ce surmoi écologique coiffant le capitalisme, n'est pas forcément hostile à la technologie, et c'est bien qu'il le rappelle à la fin. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette partie. Je vais vous laisser découvrir, et même cette partie de biocivilisation, voilà, malgré toutes les remarques que j'ai évoquées, c'est une partie qui est valable.
et qui mérite d'être découvert. Je vous laisserai du coup faire votre propre avis là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo et à me faire vos retours sur le livre de Julien Rochdy. Moi, je serais très intéressé d'avoir vos retours sur ce livre. Voilà, parce que je connais qu'une seule personne qui l'a lu et j'aimerais avoir d'autres avis. Donc là, je vais faire une critique un peu plus globale du livre. Là, c'est la partie que je vais faire, c'est les critiques qu'on pourrait présenter au livre. Après, je vais faire ce que j'ai trouvé positif au global dans le livre. Et après, à la fin, on ira doucement vers la conclusion. Sur la partie critique qu'on peut adresser au livre, je vois poindre des critiques sur la façon dont certaines idées sont transférées d'un domaine à l'autre sans justification adéquate. En tout cas, c'est ce que des gens affirment. C'est notamment des remarques qu'ont pu faire certains philosophes comme Sokal et Bricmont dans l'histoire des idées. C'est notamment le fait de transférer des concepts scientifiques à des analyses sociales sans que les passerelles soient très évidentes. Il y a une autre critique un peu similaire, c'est la guillotine de Hume, auquel il répond chapitre 14. Guillotine de Hume qui affirme que ce qui est n'implique pas ce qu'il doit être. Alors donc, je pense que ces critiques peuvent être recevables jusqu'à un certain point et en fonction des idées proposées. Par exemple, ça me semble valable dans le chapitre 14, celui où il parle où il essaye de réhabiliter l'idéalisme avec l'électromagnétisme. Voilà, là c'est encore les liens sont effectivement un peu ténus. Mais moi je trouve que Rochdy s'appuie sur beaucoup de livres et de références de qualité. Pour la thermodynamique, notamment, il se base beaucoup sur ce livre-là, Thermodynamique de l'évolution de François Rodier, qui est un livre extrêmement sérieux, extrêmement sourcé, qui est inattaquable. Donc, Thermodynamique de l'évolution, un essai thermo-biosociologique. Alors lui, les ponts, vous inquiétez pas, les ponts, ils sont faits dans ce livre-là, et c'est sur ce livre-là que Rochdy s'appuie beaucoup. Et bizarrement, cette critique-là, on ne la fait pas à François Rodier, mais on l'a fait à Rochdy. Aussi, il faut comprendre que c'est un livre, comme je vous ai évoqué, c'est un livre qui est plein de petits chapitres, donc les idées, on va vite d'une idée à l'autre, il y a beaucoup de références, et donc du coup, forcément, il n'a pas le temps. Ce livre n'est pas fait pour les développer sur plusieurs centaines de pages. Donc c'est pour ça que, de prime abord, ces ponts ne peuvent pas être aussi évidents, mais il faut quand même lire les sources qu'évoque Rochdy. Et je ne vais pas me cacher, je partage en grande partie les postulats, les démonstrations que Rochdy fait dans les 3 premiers quarts du livre, quand il est dans la partie constatation. Et je trouve qu'il les justifie, qui justifie assez bien, qui mène assez bien ses idées, et que les liens entre elles sont plutôt solides, contrairement à ce que certains peuvent dire. Dans tous les cas, ça mérite vraiment qu'on prête attention à ces propositions. Un regret que j'ai eu dans ce livre, c'est qu'il ne parle pas de croissantisme. C'est vraiment dommage car il a passé beaucoup de temps dans ses essences Twitter à critiquer le croissantisme sans qu'il l'ait assez expliqué, à mon sens, ce que c'était que le croissantisme. Je sais qu'il prépare un livre sur l'économie dans le cadre de la biocivilisation, si j'ai bien compris. Ce sera sûrement l'occasion d'expliquer tout cela et je le lirai probablement également. Ce qui ressort de ce livre aussi, c'est que tout de même, Rochdy conserve un tropisme réactionnaire assez fort, malgré tout. Et que, à mon sens, cela brouille un peu ses conclusions, alors que son diagnostic est franchement bon. Il s'accroche notamment un peu trop, à mon goût, à des solutions aristocratiques. Élever l'humanité avec la philosophie, ce genre de choses. Je pense pas que c'est ce qui arrivera. Je pense plutôt que l'humanité, elle s'élèvera, elle se transcendra par la technique, au vu de la direction qu'elle prend. Attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas être exigeant vis-à-vis de soi-même et chercher à être meilleur pour s'élever au maximum au-dessus des masses humaines qui sont de plus en plus médiocres. Voilà, mais c'est à mon sens une démarche qui est vraiment intérieure et qui va être de plus en plus difficile à étendre chez les autres ou en tout cas ça pourra se faire trop marginalement. Et que, comme je disais, je pense que l'autodépassement se fera par la technique elle-même. Et que d'une manière ou d'une autre, ça corrigera beaucoup de problèmes qu'évoque Rochdy, à voir si cela sera bénéfique pour l'humanité ou pas.
Enfin, il y a ce côté un peu trop provocateur que j'ai évoqué tout au long de cette vidéo. Attention, hein, moi je suis moi-même provocateur, c'est pas tant que ça me choque que ça, mais c'est que je trouve que parfois ça nuit un peu trop au propos du livre et que des fois on prend un peu trop la misanthropie comme je l'ai évoqué, et ça nuit un petit peu au propos du livre qui est un livre de qualité. Et donc ça me permet de passer à la partie qualité globale du livre. Surhomme et Sous-Homme est un livre généreux. Vraiment généreux au niveau des idées et des thèmes explorés. J'ai entendu Rochdy dans une de ses vidéos ou dans un de ses podcasts, je ne sais plus, qui indiquait que contrairement à beaucoup de livres actuels qui se contentent de développer 1, 2, 3 idées sur plusieurs centaines de pages, lui, il avait fait un peu tout l'inverse, qu'il en avait vraiment mis beaucoup, qu'il avait exposé plein d'idées, plein de faits, que ce livre regorge d'idées, de thèmes et de concepts à explorer, et c'est vrai, c'est vraiment un livre qui va vous challenger, je pense, et du coup, je perçois ce livre comme une sorte de grande compilation de notes, de réflexions ou d'articles qu'il aurait étoffé, développé, mis en forme dans un livre. Ça m'étonnerait pas en tout cas que ce soit comme ça que le livre fut forgé au moins au départ. Alors, dans l'absolu, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment l'impression que, en tant que lecteur, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et à travers tous ces chapitres, il y a un très beau travail de mise en avant et de vulgarisation de certains principes très importants, comme ceux autour de la thermodynamique, bien évidemment, mais aussi de l'évolution, de l'évopsie. Il y a par exemple le chapitre 9 là, que je vous ai évoqué, qui rentre dans ce cadre-là, celui sur la Reine Rouge. Ce sont des principes qui sont fondamentaux pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et qui sont encore trop peu souvent évoqués à droite et ailleurs. Et Rochdy, sa grande qualité, c'est qu'il les prend à bras le corps, qu'il les articule bien et qu'il les met bien en valeur. J'espère vraiment que ça va pousser un grand nombre de personnes à s'intéresser à ces sujets. Voilà, et il s'appuie sur des sources et des auteurs de grande qualité, que ce soit François Rodier, Nick Land, Nietzsche, Rage Culture, on y viendra. Et au-delà même du livre, c'est une des grandes qualités de Rochdy, qui s'efforce de chercher des nouveaux concepts, qui essaye de revivifier un petit peu le corpus de droite en dépoussiérant la droite française qui en a besoin et en insufflant des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et c'est vraiment extrêmement salutaire. Un grand merci à lui. Il participe de ce travail qui est, à mon sens, essentiel. Enfin, dernière qualité que j'ai évoquée dans ce livre, et pas des moindres, c'est le fait que Rochdy cite Rage Culture. Et oui, c'est marqué. Il y a la référence. Bon, vous vous en doutez que ça me tient à cœur parce que je participe au projet Rage Culture et donc je voulais profiter de cette vidéo pour remercier Rochdy. J'ai aussi identifié un moment où il évoque un dialogue avec un des auteurs de Rage, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, essayez de deviner de quoi je parle. Si vous l'avez identifié, laissez un commentaire sous cette vidéo. Ça m'intéressait de voir si vous avez identifié le passage que j'évoque. Et donc du coup, j'en profite de cette vidéo critique, analyse du livre de Rochdy, pour, en mon nom, remercier Julien Rochdy d'avoir évoqué Rage. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire que cette vidéo, cette critique, cette analyse, ça n'engage que moi, ça n'engage pas les collectifs auxquels je participe. C'est en mon nom, Lino Vertigo. Et donc, on va passer à la partie conclusion. Et donc, que dire si ce n'est que je vous recommande ce livre. Voilà. Je sais que j'ai quand même passé pas mal de temps à faire des critiques à propos de ce livre, mais c'est dans l'idée d'alimenter le débat, bien évidemment. Au-delà de mes divergences avec la fin, les 3 premiers quarts du livre sont vraiment d'une très bonne facture et je n'ai pas grand-chose à en dire. Et même la partie finale est réellement digne d'intérêt. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce livre, riche et généreux. Ce livre va vraiment vous challenger. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres à droite, et même ailleurs, qui sont sortis cette année en France, qui sont aussi intéressants.
Et quant à Rushdie, je sais, et cela se voit, que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est très sincère dans son travail, d'où ce livre de qualité que j'ai pris plaisir à lire. Et je pense que, comme tout le monde qui travaille dans le champ des idées, il va continuer à évoluer, comme il a déjà fait par le passé. C'est une de ses grandes qualités, être capable d'avancer et d'évoluer. Et j'espère que ce travail finira par aboutir à des idées encore plus tranchantes que sa proposition de biocivilisation, aussi attrayante soit-elle. Et donc, des 3 livres que j'ai lus de Rushdie, je dirais qu'il est supérieur à Nietzsche l'actuel, mais que selon moi, il reste un ton en dessous de L'amour et la guerre, qui reste encore qui reste pour moi son meilleur livre. Mais attention, c'est un très bon livre qui est à lire, et qui est peut-être certainement encore plus, qui est encore plus global que L'amour et la guerre, qui est vraiment intéressant à lire. Après, son livre avec Papacito, je ne l'ai pas lu, et son livre sur la philosophie de droite, je ne l'ai pas lu. Peut-être qu'ils sont supérieurs, je ne sais pas. Et je voudrais faire un ultime point, rester jusqu'au bout. C'est un point qui, je pense, peut-être assez intéressant pour vous. Donc, il y a une citation qui est présente au chapitre 99 du bouquin, et c'est une citation que j'aimerais partager avec vous. Donc, une citation de Julien Rushdie. La biocivilisation, mélange du meilleur de l'archaïsme et du meilleur du progrès. Le perfectionnement de l'archaïsme grâce au progrès, et tout à la fois le perfectionnement du progrès grâce à l'archaïsme. Alors donc, je ne sais pas pour vous, mais cela me rappelle très fortement l'archéofuturisme. Et quand je pense qu'il y a eu un clash entre Rushdie et un leader identitaire qui se revendique lui-même archéofuturiste, et qui se trouve être aussi l'éditeur de Guillaume Fay, qui fut l'inventeur de ce concept d'archéofuturisme, je me dis qu'il y a vraiment un truc qui a merdé quelque part, et j'espère très sincèrement qu'au-delà des excès littéraires, twitteresques, youtubesques, des uns et des autres, qu'une réconciliation soit possible. Notre civilisation chérie le mérite bien. À bon entendeur, salut. Et n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo s'il vous plaît, c'est important pour la chaîne.